D'une certaine manière, la guerre entre la Russie et l'Ukraine s'enlise lentement, très lentement. Elle n'avance pas beaucoup. Mais d'un autre côté, il se passe des choses, surtout au niveau stratégique. Et on doit se demander, est-ce qu'elle risque un jour, ou plutôt, est-ce qu'elle risque toujours de s'étendre au-delà des frontières? C'est du moins ce qui est affirmé. Mais pendant tout ce temps, alors que ces choses se déroulent au niveau diplomatique et stratégique, les combats tactiques, eux, continuent. Et on ne s'est pas beaucoup penché là-dessus ces derniers temps. J'aimerais y revenir aujourd'hui. Et nous retrouvons aujourd'hui Stanislav Karpivnik, ancien officier de l'armée américaine, qui vit actuellement en Russie et qui récemment, enfin ces derniers mois, s'est rendu sur le front. Il vient tout juste de rentrer de ce qui semblait être des vacances en famille, qui se sont transformées en quelque sorte en séjour sur le front. Alors Stas, tout d'abord, bienvenue de nouveau dans l'émission. Mais ensuite, racontez-nous un peu à quoi ressemblent des vacances en famille en Russie ces temps-ci. Eh bien oui, la Russie. D'ailleurs, si vous faites partie de la classe moyenne ou de la classe supérieure, bon, la classe supérieure peut toujours se payer des vacances. La classe moyenne aussi peut se payer des vacances. Voilà, nous sommes descendus dans le kraï de Krasnodar, qui est la province la plus au sud-ouest avant d'arriver au pont de Crimée. En fait, l'autre extrémité du pont de Crimée se trouve dans cette province. Et nous séjournions à Anapa, qui est une ville balnéaire. Ils ont pris tous ces villages et les ont annexés jusqu'en direction de la Crimée, du pont. Donc nous logions là-bas, sur la plage. Nous étions à environ 100 km au sud-est du pont. Et puis nous avons passé quelques nuits. Quel pont? On regarde la carte là. Celui qui est en bas ici? Le pont de Crimée. Oui, le pont de Kerch. Alors allez un peu plus à l'est, dans l'autre direction. Ça, c'est l'ouest. Et un peu plus au sud. Vous voyez, juste là, il y a Anapa. Voilà, Anapa, descendez un peu. Donc tout en bas de l'écran. Oui, juste là, c'est Anapa. Et toute cette côte en bord de mer fait aussi partie d'Anapa. Donc nous logions. Si vous allez au nord d'Anapa, le long de la plage, tout ça, c'est aussi Anapa. Ils ont tout annexé. Ce sont tous des hôtels, des complexes touristiques. Nous étions dans l'un d'eux. Je ne dirais pas lequel, au cas où. D'ailleurs, il y a beaucoup de constructions. Beaucoup de nouveaux hôtels ont été construits. C'est un peu comme Myrtle Beach, mais sans mini-golf. Le mini-golf me manque un peu, mais il n'y en a pas. Personne ne connaît le mini-golf en Russie. C'est quelque chose que quelqu'un devrait ouvrir. Mais oui, on logeait là-bas. Ensuite, on est parti quelques jours, directement au nord, vers la mer d'Azov, voir un ami à moi. On logeait à environ une rangée de maisons de la plage, sur la mer d'Azov. Et puis vous savez, quand on était à Anapa, il y avait des sirènes d'alerte aérienne en moyenne, entre 4 et 10 sirènes d'alerte aérienne par jour. Parfois, elles étaient espacées d'environ 1 heure, parfois de 20 secondes à peine. J'ai vu certains de ces drones passer au-dessus de nos têtes, en direction de l'intérieur des terres. C'est juste que les Russes ne se laissent pas impressionner. Même quand les sauveteurs disent « tout le monde doit quitter la plage », personne ne bouge. C'est du genre, ouais, d'accord, peu importe. On était en vacances. Mais de temps en temps, surtout qu'on se rapprochait davantage d'Anapa même, de la partie principale de la ville, on entendait les canons antiaériens tirer pour les abattre. Voilà. Ensuite, quand on séjournait sur la mer d'Azov, ils avaient des unités Panzer là-haut. Il faut juste comprendre l'ampleur des ressources que les Ukrainiens perdent, ou l'OTAN et l'Ukraine dans ce cas, parce que, enfin, les Ukrainiens ne fabriquent pas ces gros drones. Ils les reçoivent. Et certains de ces drones, s'ils traversent simplement la zone, ne sont pas si grands. Ce sont peut-être des drones de 2 mètres de long. Ceux qui vont plus loin, très loin à l'intérieur, font jusqu'à 4 mètres.
En gros, c'est un petit Cessna piloté automatiquement, rempli de carburant, avec une ogive posée dessus. Et toute la nuit, dans la zone de la mer d'Azov, vous dormez là. Les Panzers n'utilisaient pas leurs missiles. Ils utilisaient leurs canons automatiques. Toute la nuit, on entendait boum, boum. Climb to his route, your Panzer. Alors le Panzer est un système antiaérien de défense tactique, quelque chose que les États-Unis n'ont jamais vraiment développé complètement. Les États-Unis ont les Patriots, ils ont le Stinger pour, vous savez, la défense rapprochée, mais ils n'ont rien qui couvre vraiment cette zone intermédiaire de défense tactique. Pas au niveau du théâtre d'opération, mais en dessous. Donc vous pourriez avoir un Panzer, par exemple, un Panzer pour peut-être une compagnie d'infanterie. Enfin, ça c'était avant les drones, pour une compagnie d'infanterie qui avance. Et ce Panzer serait là pour abattre des avions volants à basse altitude, des hélicoptères, ce genre de choses. Il n'est pas là pour les missiles balistiques. Il ne peut pas faire ça. Il n'en est tout simplement pas capable. Il a 4 missiles à courte portée et un canon automatique. Et ça fonctionne très très bien sur tout ce qui vole bas, même sur ce qui vole vite si ça s'approche suffisamment. Et les drones, ces drones-là ne vont pas vite, disons-le comme ça. Ils sont propulsés par des rotors, un seul rotor. Ils vont peut-être à 150, 200 km à l'heure. C'est pas vraiment rapide, c'est pas une fusée. Donc ils constituent des cibles parfaites. Vous savez, j'en ai fait exploser un de ceux-là. D'abord, quand ils volent bas, surtout ceux à longue portée, ils ont un moteur à 2 pistons. Et je suis dehors, j'en entends un arriver, et on dirait qu'il est juste au-dessus de ma tête. Ça fait ce bruit-là. Désolé pour les oreilles de certains, ça risque de faire mal. Et moi je suis là, mais il est où, bordel? Puis boum. Je regarde là-bas, il est à environ un demi-kilomètre de moi, à 500 mètres. Ça explose. Une roquette l'a touché, genre putain. Et pendant environ 2 minutes, on aurait dit que c'était juste au-dessus de ma tête, comme si quelqu'un faisait tourner une tondeuse à gazon au-dessus de moi. C'est à ce point-là que ces engins sont bruyants, avec leurs petits moteurs bicylindres. Enfin, ils ne coûtent pas cher, et c'est à usage unique, évidemment. Et ils viennent... D'ailleurs, ces moteurs viennent en grande partie d'Italie. Les drones qui ont frappé Starobilsk, parce que je suis allé à Starobilsk... Attendez, c'était quand qu'on y est allé? C'était en juin. On n'avait pas le droit d'aller tout près du front, parce que c'est... Enfin, de toute façon, on ne peut plus aller en voiture jusqu'au front. Avant, je conduisais jusqu'aux lignes de front, là où il y a le char, dans sa position retranchée. Et ça, c'est la ligne de front. Vous ne pouvez plus faire ça à cause des drones, évidemment. Alors vous faites au moins les 5 à 10 derniers kilomètres à pied. Sinon, c'est du suicide, à moins d'être dans un véhicule sérieusement blindé et renforcé de grilles, de préférence un char. Mais les routes à proximité de l'arrière, vous savez, celles qu'on emprunte dans l'arrière proche, en ce moment, vous ne pouvez plus les utiliser non plus à cause de ces drones bénévoles. Et ce pourquoi ces drones bénévoles sont conçus. Je veux dire, pour moi personnellement, Palantir est une organisation terroriste. Thiel est un terroriste. Parce que ce qui n'est pas présenté en Occident, c'est que ce que font ces drones, c'est viser en priorité tout ce qui a une apparence militaire. Mais quand leur charge tombe à 20%, ils commencent à s'en prendre à tout ce qui bouge. Il y a 2 mois, ils ont tué un garçon de 11 ans et un autre de 12 ans, à vélo. 2 garçons sur un même vélo. L'un de ces drones Hornet les a pris pour cible. Parce qu'une fois sa charge épuisée, il cherche juste une cible. Donc vous savez, si vous avez une grand-mère qui pousse un landau, c'est une cible. Il va s'en prendre à n'importe quoi. Alors ces drones, la manière dont la Russie gère ces drones, c'est Mad Max. Ils ont tout transformé en outils tactiques. Je veux dire, les grandes organisations auront, par exemple, les raffineries peuvent désormais avoir leurs propres camions équipés de mitrailleuses.
Ils achètent des pick-up et les transforment en véritables technicals. Mais près de la ligne de front, comme les pick-up ne sont pas si nombreux, ils ont pris beaucoup de voitures à ayons. Ils enlèvent l'arrière, installent un affût avec une mitrailleuse légère de calibre 7x62, puis ils patrouillent sur les routes et escortent les camions. Il y a une voiture armée pour chaque camion militaire. Les civils n'ont pas ça, évidemment, parce qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. Mais ces véhicules sont très efficaces pour abattre les drones Palantir, parce qu'ils sont pas très rapides. Et les mitrailleuses légères sont très efficaces. Et si vous pouviez, nous parlons pour l'instant du niveau tactique. Je vais élargir la question dans un instant. Mais au niveau du contact direct sur cette ligne de front quand ces drones arrivent, et c'est peut-être même une vision trop étroite. Je comprends qu'il existe ce qu'on appelle la zone grise, c'est-à-dire la distance de part et d'autre de la ligne de contact proprement dite, où il devient très difficile d'opérer. On me dit que cette zone s'est désormais considérablement étendue par rapport à ce qu'elle était encore il y a un an, des deux côtés, en raison du nombre très important de drones. Comment qualifieriez-vous, du côté russe, la capacité de défense contre les drones tactiques de ce type? Et vous savez, l'endroit où je circulais en voiture en juin fait aussi partie de la zone grise. Et nous, je ne pouvais pas aller là où nous étions allés auparavant, parce que c'était l'arrière proche. Enfin, l'arrière vraiment proche, juste derrière les lignes de front. Y conduire une voiture, c'est une zone de mort. Sur les routes que j'ai empruntées, on entendait parfois l'artillerie tirer derrière moi, tandis que je fonçais sur ces routes. Aujourd'hui, elles sont fermées parce qu'en 5 jours, j'ai vu 6 voitures civiles être touchées. Tous les occupants ont été tués. Là où nous étions, c'était à environ 30 kilomètres derrière la ligne de front. Et ça, c'est désormais l'arrière proche. On avait des drones, les détecteurs de drones que je possède, captaient entre 3 et 4 drones à tout moment. Or, certains de ces drones étaient peut-être des drones russes. Avec un détecteur de drones, on ne peut pas faire la différence. On sait seulement qu'il y a des drones dans les airs. Donc c'est un gros problème. Absolument un gros problème. La seule bonne nouvelle, c'est que les drones qui vont aussi loin à l'intérieur du territoire ne volent pas avec un câble. Ils sont soit contrôlés par l'IA, comme les drones Palantir, soit contrôlés par signal radio. Dans ce cas, ils peuvent être brouillés. Mais là encore, sur un territoire suffisamment vaste, c'est assez difficile à faire. Donc là encore, la Russie gère ça avec ses camions équipés de mitrailleuses et en installant des affûts de mitrailleuses un peu partout. Et ça fonctionne, vous savez, sur l'autoroute. À quelle distance du front faut-il avoir? Et j'imagine que c'est probablement la même chose côté ukrainien aussi. Des camions équipés de canons qui essayent en permanence de défendre l'espace aérien autour de tout le monde. C'est ça. Eh bien, il y a 50 kilomètres. Pour les drones lourds qui sont envoyés loin, ce serait 1000 kilomètres. Et ils utilisent aussi des camions armés contre eux. Mais pour ces drones moyens et petits, à 30 ou 40 kilomètres du front, il faudrait avoir des camions armés. Enfin, c'est la réalité. Waouh! Surtout avec ces drones automatisés. Maintenant, Palantir a envoyé beaucoup de drones pour couper l'autoroute Rostov-Mariupol, ou la voie rapide, appelez ça comme vous voulez. Ils ont d'abord visé des camions militaires, mais comme il n'y en a pas tant que ça, ils ont commencé à viser des camions civils. Ça monte, ça monte. Et juste là, c'est cette autoroute qui longe la côte, dans un sens comme dans l'autre. Je l'ai empruntée de nombreuses fois, et c'est devenu un gros problème, parce qu'ils prenaient pour cible. Au début, ils visaient les camions-citernes civils et tous les camions civils. Ensuite, ils minaient à distance. En passant au-dessus,
ils larguaient des mines. J'ai des amis qui ont failli rouler sur l'une d'elles. C'étaient d'anciens officiers militaires, donc ils n'ont pas paniqué. Mais la voiture civile devant eux a déclenché une de ces mines et a explosé juste sous leurs yeux. Et vous continuez de rouler parce qu'il y a des drones dans le secteur. Vous ne vous arrêtez pas. Les secours reviendront ensuite, vous savez. C'est à quelle distance? Mariupol est à quelle distance de la ligne de front actuelle, d'ici jusque-là? Je dirais probablement environ 50-55 kilomètres, quelque chose comme ça. Donc c'est partout. Il n'y a littéralement aucun endroit sûr ici, dans les zones occupées. Eh bien, cette zone est désormais sécurisée parce qu'ils ont déployé un bataillon anti-aérien dédié et ils ont abattu, le dernier décompte était d'environ 1400 drones. Il y a beaucoup de vidéos où on les voit tirer sur ces drones. En réalité, les drones ne sont pas si difficiles à abattre. Ils sont relativement lents. Même ces drones Hornet sont relativement lents. Les Hornets sont bien plus silencieux que les autres drones, mais ils font quand même un certain bruit. Et une mitrailleuse légère est très efficace contre eux. Mais encore une fois, il faut les déployer. Les filets fonctionnent aussi contre eux. Le problème, c'est que s'il y a un trou dans le filet, ils trouveront un moyen de le contourner. Mais les mitrailleuses légères fonctionnent. Ils ont déployé un bataillon dans cette zone et ils ont pu sécuriser cette route assez rapidement. Mais à ce stade-là, il y avait déjà eu plusieurs victimes civiles parce qu'ils s'en prenaient à tous les camions. Et encore une fois, quand vous posez des mines à distance sur une route civile, ce sont surtout des civils qui y circulent. Vous larguez une mine, elle ne va pas exploser uniquement sous un camion militaire. Elle explosera sous n'importe quel véhicule qui passe dessus. Et les civils qui roulent à 80-100 km à l'heure sur cette route n'auront pas le temps de réagir lorsqu'ils verront une mine. Et comment qualifieriez-vous cela? L'arrière immédiat, ou quelle que soit l'expression que vous employez, dans les zones russes? Ce sont les zones où se trouvent les parties annexées de ce qui était l'Est de l'Ukraine. Qu'en est-il, vous savez, de la région de Belgorod, ou même de certaines zones ici, autour de Soumy, ou de l'autre côté de Soumy, et ainsi de suite? Oh, exactement pareil. Exactement pareil. Vous savez, l'an dernier, mon Dieu, c'était en octobre dernier, un ami et moi, on est descendus jusqu'à Koursk. On n'est pas allé... Comment s'appelait cette ville? Vous pouvez zoomer sur Koursk. Je vais vous dire le nom de la ville. Je vais la voir et je vous le dirai. Oui, c'est Rilsk. Voilà, Rilsk. Alors, allez un peu vers l'ouest. Oui, voilà, Rilsk, juste à côté de l'autoroute. Donc, on remonte. Montez votre curseur, juste là où vous avez le panneau, juste en dessous du panneau. Oh, oui, vous avez remonté, c'est au milieu de l'écran, sur le bord gauche. D'accord, pardon, j'ai tout ça. Non, plus à l'ouest. C'est juste près de la frontière. Non, non, à l'ouest, à l'ouest, à l'ouest. Donc c'est juste là. Vous êtes presque dessus, juste là. Voilà. Donc on est descendu là-bas pour apporter des fournitures médicales. En fait, c'était la route qu'on empruntait, cette route nord-sud. Et c'était tout simplement la route la plus rapide pour descendre là-bas. Et on ne pensait pas, oui, elle longe la ligne de front. On descendait. On avait une voiture pleine de matériel médical qu'on emmenait dans l'une des cliniques locales. Et on devait en fait aller au sud de Rilsk. Là, on prend cette route et il est 5 heures du matin. Et la première chose que vous voyez, c'est un semi-remorque en feu. Le gars s'était arrêté à un stop pour tourner et il a reçu un drone en plein dans la cabine, un semi-remorque civil en flammes. Puis les autres voitures, vous savez, nous on fonçait dans ce grand van Ford blanc. Enfin, c'est même pas un minivan, c'est un utilitaire. On fonçait là-bas. Et le pire, c'est que les drones peuvent vraiment vous rattraper. Ou alors,
L'opérateur du drone attend que vous arriviez à un virage où vous devez ralentir, sinon vous sortez de la route. Et c'est là qu'il frappe. Donc, on est arrivé à Rilsk. On devait aller encore plus au sud, mais on a dit à nos contacts, non, n'y allez pas. On va décharger votre matériel à Rilsk. On a déchargé là-bas, parce qu'aller vers le sud, à ce moment-là, c'était un suicide pur et simple. Il y avait tellement de drones dans le ciel. Alors on a déchargé à Rilsk, puis on est parti pour Kursk. Et puis le lendemain, nous avons pris la route de Kursk. Cette route a été fermée à cause du nombre de drones. Donc nous avons réussi à passer en douce. Alors oui, je veux dire, les drones, c'est une réalité. Vous savez, ça m'a beaucoup réconforté de voir qu'après qu'un psychopathe ukrainien a publié sur X une vidéo prise par un drone ukrainien à Belgorod, on voyait tout un groupe de voitures civiles arrêtées à une station-service de Belgorod. Et on peut regarder la vidéo de ce drone qui arrive et frappe cette station-service pour la faire exploser. Un certain nombre de civils ont été tués. Et je suis heureux de dire que les Américains et les Britanniques qui commentaient hurlaient contre moi « Vous êtes une bande de meurtriers terroristes ». Et ces types publiaient ces vidéos avec fierté. Regardez, vous savez, on a tué encore un tas de civils. Mais voilà les gens auxquels vous avez affaire. Vous avez affaire à des sociopathes absolus. Et Belgorod, vous savez, de Kharkov à Belgorod, c'est 45 kilomètres. Ça fait 25 000. 40, 42 kilomètres. Et juste pour garder un certain équilibre, que dites-vous du fait que visiblement les Russes frappent toutes sortes de stations-service du côté ukrainien de cette ligne, dans cette zone, là-bas et aux alentours? Et il y a une raison à cela d'ailleurs. Il y a une différence quand on voit la Russie comme l'Ukraine frapper la nuit. Mais les Russes frappent la nuit. Ils visent soit des entrepôts, des usines ou des stations-service fermées, parce que l'objectif n'est pas de tuer des civils. Les Ukrainiens frappent la nuit parce que la plupart de leurs cibles, comme à Belgorod par exemple, il y a 2 jours, ce sont des immeubles d'habitation. Ils frappent des immeubles. Ils ont frappé un immeuble, tué 8 personnes et en ont blessé 12 autres. Ils ont fait la même chose au Tatarstan. Ils ont visé différents logements, y compris des maisons individuelles, avec des drones, parce que ce sont des cibles faciles. Les cibles gouvernementales et industrielles sont désormais renforcées. Ils ont des camions équipés de canons partout qui abattent ces drones. Mais on ne peut pas protéger les maisons individuelles. On ne peut pas protéger ces immeubles d'habitation de 5, 10 ou 15 étages. Vous savez, une amie de ma femme a filmé une frappe de drone dans l'immeuble voisin à Zelenograd, qui est à la périphérie de Moscou, une enclave de Moscou, à environ 30 km de Moscou. Et on voit ce drone, il n'a pas été touché. Il n'a pas subi de guerre électronique. Il fonce droit au milieu d'un immeuble, parce que c'est là qu'on le guide. Donc, ils sont passés en mode terroriste total. Je veux dire, ils s'en prennent aux civils. À quoi ressemble la vie des Russes qui vivent à 50, 60, peut-être 100 kilomètres de la ligne de front? Est-ce une possibilité omniprésente? Est-ce qu'ils doivent lever les yeux et se demander si des drones arrivent, s'il y a des camions armés, et ainsi de suite? Est-ce que cela fait désormais partie intégrante de la vie dans cette zone? Oh, absolument. Je veux dire, c'est exactement à ça que vous avez affaire. Absolument. D'ailleurs, la raison pour laquelle Moscou s'en est pris aux stations-service, aux stations de carburant, ça s'est un peu amélioré, et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que les Ukrainiens avaient fait quelque chose, c'était une manœuvre intelligente de leur point de vue, il faut le leur reconnaître. Ils ne lançaient plus depuis des bases. Ils ont commencé à utiliser ces petits camions, des camions gazelles comme on les appelle. Ce sont donc des petits camions avec une caisse à l'arrière. Ils mettaient 2 drones dans chaque camion, en découpant une extrémité de la caisse.
Ils s'approchent de la ligne de contact, tirent et déguerpissent. Ils lancent les 2 drones, puis repartent en roulant. Et les camions sont difficiles à repérer parce qu'ils les cachent dans des garages, dans des parkings souterrains et des entrepôts. Alors oui, bon courage pour les trouver. Mais leur principale faiblesse, c'était qu'ils faisaient le plein dans des stations-service locales. La Russie a donc commencé à détruire ces stations-service et ça a fortement réduit les lancements dans ces zones. Ils ont détruit pratiquement toutes les stations-service de l'oblast de Sumy et de l'oblast de Kharkiv. Alors maintenant, ils peuvent lancer, mais ils doivent le faire de beaucoup plus loin, ce qui vous donne bien plus de temps pour les repérer au radar et les détruire. Alors, permettez-moi de vous poser la question. Quel est l'effet de tout cela? Parce que Gary vient de montrer certaines de ces scènes à Belgorod. On pouvait voir les filets anti-drones, entre autres, et il y avait des trous dedans, comme vous venez vous-même de le mentionner. Mais c'est simplement la réalité de la vie aujourd'hui. Et dans quelle mesure la population russe se lasse-t-elle de la guerre? Est-ce qu'elle se dit « Nous devrions parvenir à un accord négocié pour ne pas avoir à vivre comme ça tous les jours » Ou est-ce qu'elle se dit « Non, je suis en colère contre ce qui s'est passé, il faut redoubler d'efforts » Quel impact cela a-t-il sur la population civile russe? Eh bien, je ne parle pas à beaucoup de libéraux. Cela dit, il n'en reste pas tant que ça. Beaucoup ont fui quand il y a eu la mobilisation. Donc, je ne peux pas dire ce qu'ils pensent. Enfin, j'ai des proches qui sont libéraux, donc je sais ce qu'ils disent. Mais la majorité de la population est en colère. Elle est en colère parce que Vladimir Vladimirovitch ne frappe pas plus fort. Maintenant, la Russie a commencé à frapper plus fort. Donc, ça a un peu calmé les gens. Mais la population, oui, elle veut négocier la paix. Elle veut une reddition sans condition de la part de l'Ukraine. Chaque fois qu'il y a ces attaques terroristes sur la plage, contre ces maisons, les chiffres du recrutement explosent. C'est comme ça que ça marche. Et je me suis dit, on est allongé sur la plage, et il y a des raids aériens. J'ai vu des drones voler au-dessus de nos têtes. Les Russes ne se laissent pas impressionner. C'est juste la mentalité russe. Enfin, regardez, nous étions à Avdiivka, près du front. Avdiivka était littéralement à 15 km derrière la ligne de front. Donc des drones au-dessus de nos têtes tous les jours qui se font abattre. Un drone FPV a été abattu à une maison de l'endroit où nous marchions. Il y a eu un combat aérien au-dessus de nos têtes. Et Avdiivka est en train d'être reconstruite par des ouvriers civils du bâtiment, alors même que tout cela se produit chaque jour. Je parlais à l'une des caissières dans l'un des petits magasins qui ont rouvert, et elle m'a dit, « Oui, des drones volent au-dessus de nos têtes tous les jours. » Il ne se passe pas un jour sans qu'on ait des drones FPV qui survolent la zone et que quelqu'un soit touché. Et les travailleurs civils, ne sont pas retenus sous la menace d'une arme. Ils sont là de leur plein gré. Je veux dire, ils sont bien payés, et je ne le nierai pas avec cette prime de risque. Mais ça reste essentiellement une zone de guerre. C'est à la lisière d'une zone de guerre. Mais ça reste au fond une zone de guerre. Et ils construisent des bâtiments, ils réparent ceux qui ont été endommagés. J'ai fait une vidéo juste à côté d'un bâtiment neuf, construit de zéro depuis notre passage en décembre. J'y étais avec le fils de l'un de vos proches amis. Je ne citerai pas de nom, mais nous étions... Oui. Nous y étions. Et ce bâtiment, en août, il disait que le bâtiment n'en était qu'aux fondations. Et quand nous y sommes retournés en décembre, il faisait déjà 5 étages et ils installaient les fenêtres. Et encore une fois, ce sont des civils. Et ça, oui, enfin, les recrutements ont explosé après ça parce que les gens veulent se venger. Enfin, 4 enfants tués, 4 adultes tués, des enfants qui construisaient des châteaux de sable. Ce drone n'a pas été abattu. Certaines personnes,
essaient de prétendre que ce drone ne l'a pas été. C'était un meurtre prémédité. Il y avait un drone qui a été abattu en arrivant dans cette baie. C'est une zone de baie. Les systèmes antiaériens tirent vers l'extérieur. Ils ne tireraient jamais vers l'intérieur parce qu'il y a des civils partout. Donc, oui, c'est ça. Oui, c'est ce que je pensais. Je regardais ça aussi. Je voudrais changer un peu de sujet, quitter la question des drones. J'essaie de donner au public une idée de la situation tactique globale, de la manière dont la guerre a évolué depuis 2022 et même 2023, quand les Ukrainiens ont tenté leur grande offensive, et de voir où en sont les Russes maintenant, pour la suite. Quel est le statut actuel de l'artillerie? Parce qu'on n'en entend plus beaucoup parler. On voit ce genre de choses avec les drones, on les voit frapper des bâtiments, mais personne ne parle vraiment de l'artillerie. Et certains ont l'impression que ils n'utilisent tout simplement plus l'artillerie, qui sont passés directement aux drones. Qu'en dites-vous? Eh bien, les Ukrainiens, oui, parce qu'ils n'ont plus d'artillerie. Regardez, beaucoup de ces systèmes ont été détruits. Ils n'ont plus non plus de munitions. Et maintenant, d'ailleurs, ils commencent aussi à manquer de diesel à cause de leur propre stupidité sur ce point. Parce que du pétrole russe, qui allait réellement vers des pays comme la Hongrie, passait par un pipeline qui renvoyait aussi en partie du diesel vers l'Ukraine. Et il y a une pénurie de carburant dans toute l'Europe, de diesel comme de carburant aviation. Et évidemment, cela touche le camp ukrainien. La Russie est un immense producteur de diesel. Donc, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, sur la question du carburant, je vous le dis tout de suite, il y a 2 mois, quand je suis allé là-bas, il y avait des zones où il y avait des problèmes de carburant. Je ne dirais pas que c'était une catastrophe. Dans certaines zones, c'était difficile d'obtenir du carburant. À Lugansk, j'ai pu en avoir. Nous avions emporté avec nous 40 litres de carburant supplémentaire. À Donetsk, j'ai dû faire le plein, parce qu'à ce moment-là, la situation du carburant y était vraiment assez mauvaise, surtout en ce qui concerne la qualité du carburant. À Lugansk, il n'y avait pas de problème. Ensuite, nous sommes partis pour Rostov, puis nous sommes revenus. Dans certaines zones, c'était difficile, mais ce n'était pas une catastrophe totale. Il y a 1 mois, quand je suis descendu avec la famille, vous savez, j'avais pris un jerrycan supplémentaire de 20 litres de carburant. Et chaque fois que la jauge baissait d'un quart, je refaisais le plein. J'ai peut-être passé 2 heures de plus à faire la queue ici et là pour avoir du carburant, notamment parce qu'il y avait beaucoup de camions-citernes qui arrivaient pour approvisionner les stations-service. Mais enfin, je n'étais pas menacé de tomber en panne sèche. Je ne voulais simplement prendre aucun risque. Chaque fois que le niveau baissait d'un quart, je refuelais. Au retour, je faisais le plein. Il me restait peut-être moins d'un demi-plein. Je ne m'inquiétais pas. Il y a du carburant partout. Et une fois passé au nord de Voronej, il y a vraiment du carburant partout. Il y a des petites stations familiales qui n'ont pas de carburant. Et d'ailleurs, le gouvernement russe s'en prend maintenant aux grands groupes pour ça, parce que les grands groupes utilisent cette excuse pour essayer d'évincer les petites stations familiales. Ces petites stations achètent leur carburant. Elles n'ont pas leur propre raffinerie, évidemment. Elles l'achètent aux grands groupes, aux grandes compagnies qui produisent le carburant pour leurs propres stations, puis vendent le surplus aux petites stations familiales et aux petites chaînes. Et ils se servent de ça comme prétexte pour essayer d'écarter la concurrence. Donc maintenant, le gouvernement les rappelle à l'ordre et les oblige à recommencer à vendre aux petites chaînes et aux petites stations-service familiales. Non, il n'y a absolument aucun problème de carburant. C'est la même chose que ce qu'ils disaient l'année dernière. L'été dernier, ils criaient, vous savez, que la Russie, sauf que c'était en août,
était à court de carburant, que tout le monde était à court de carburant. Cette fois, c'était en juin, en juillet. Et puis Reuters a publié un article et a dû reconnaître que ce n'était pas une baisse de 40%, mais en réalité de 3%. Ce qui, vous savez, on ne veut pas dire que les raffineries ne sont en baisse que de 3%. C'est essentiellement la même chose en ce moment. Les principales cibles qu'ils frappent dans les raffineries, ce sont toujours les installations de stockage de carburant, ces énormes réservoirs. Personne ne les éteint. Ça ne sert à rien d'essayer de les éteindre. Il suffit de couper le tuyau, le flux qui entre, le flux qui sort, et de les laisser se consumer. Mais ça donne de belles images pour la presse occidentale. Un gros incendie, beaucoup de fumée. Mais à part ça, il n'y a pas de crise du carburant. D'accord. Et l'artillerie alors? Quel rôle joue-t-elle dans les opérations terrestres en cours? Pour la Russie, ça joue beaucoup, notamment parce qu'elle est passée à une artillerie à portée encore plus longue. En plus, pour une grande partie de son artillerie de 152 mm, elle utilise désormais l'artillerie fusée en complément. Je ne parle pas de système de lance-roquettes multiples, mais à l'arrière de l'obus d'artillerie, il y a un propulseur fusée. Donc quand l'obus part, il s'enclenche. La combustion est brève, mais ça donne 5, 10, voire 15 km de portée supplémentaire à l'obus. Et la Russie, l'Ukraine manque d'hommes, disons-le comme c'est. Alors ils essayent de mettre en place ces murs de drones, et dans une certaine mesure, ils sont efficaces dans certaines zones. Mais des zones qui, vous savez, avant les drones auraient été tenues par un peloton, après l'arrivée des drones, étaient peut-être tenues par un groupe de combat. Non, même pas par un groupe de combat, mais par une escouade. Aujourd'hui, elles sont tenues par un groupe de combat, parce qu'ils n'ont même plus assez d'hommes pour former une escouade. Et les drones ralentissaient les avancées russes. Mais vous savez, on ne peut en déployer qu'un certain nombre à la fois, d'abord. Et la Russie continue d'avancer, et elle avance beaucoup plus vite. Autre fait, ce qui va être très mauvais pour les Ukrainiens, c'est que dans un mois, donc à la mi-septembre, le brouillard va commencer à revenir, parce que le climat se refroidit juste assez pour former de grandes nappes de brouillard. Et quand ces bancs de brouillard arrivent, je veux dire, littéralement, c'est un banc de brouillard qui s'installe. Les drones ne volent pas dans les bancs de brouillard. Et d'ailleurs, l'infanterie russe adore ce brouillard. Les drones ne volent pas non plus sous la pluie. Mais avec un banc de brouillard, vous savez, le sol reste dur, et vous pouvez avancer jusqu'aux positions ukrainiennes. Puis au moment où ils se rendent compte que vous êtes là, vous êtes déjà juste au-dessus d'eux. Donc ça va recommencer à se produire en septembre, vers la mi-septembre ou la fin septembre. Ensuite, les pluies vont commencer. Et pour les Ukrainiens, en particulier ceux de la zone Drushkivka, Kramatorsk, Sloviansk, cette agglomération, ils sont au bout de la ligne. Une fois que la pluie arrivera, tous les soldats ukrainiens dans ces 3 villes auront le choix, se rendre ou mourir sur place. C'est tout. Il n'y aura plus de repli. Il n'y a nulle part où se replier. Vous savez, si cette guerre dure autant, ce n'est pas seulement parce qu'ils ont fortifié du nord au sud, ils ont aussi fortifié en profondeur. Donc, chaque fois que la Russie prenait l'un de ces villages ou l'une de ces villes, les Ukrainiens se repliaient de 4, 5, 6 kilomètres vers la ville suivante, vers la cité suivante. Elle était fortifiée et puis tout recommençait. Le problème pour les Ukrainiens sur ce front du Donbass qu'ils fortifient depuis... Enfin, ils ont commencé à le fortifier en 2014. C'est que c'est la dernière ligne. Partout ailleurs, le front est déjà terminé. Et Drushkivka, Kramatorsk et Sloviansk, c'est littéralement la dernière ligne. Derrière, il n'y a que des champs ouverts. Enfin, de petits villages qui ne font partie d'aucune ligne de défense. Beaucoup de petits villages non préparés.
Quelques ouvrages de campagne localisés, c'est-à-dire en gros des tranchées et quelques positions de tir. Mais ils ont seulement assez d'hommes pour les couvrir, et il y a surtout beaucoup de champs ouverts. C'est tout. Il ne reste rien. C'est pratiquement une ligne droite vers l'ouest, en direction du Dniepr, et vers le nord-ouest en direction de Kharkov. Donc, pour les Ukrainiens, quand ça tombe, c'est un désastre. Voilà, ça permet à la Russie de se déplacer n'importe où, tout le long de cette ligne. Et pour l'essentiel, il n'y a pas de grandes agglomérations. Si vous descendez le long de la ligne, un peu plus au sud, vous voyez la même chose. Il y a une agglomération juste là en gris que vous avez, et ensuite c'est Dniepropetrovsk, la ville de Dniepropetrovsk, l'est de Dniepropetrovsk, située sur la rive est du Dniepr. Et puis, la ville principale se trouve sur la partie ouest du Dniepr. Donc à part de petits villages, c'est pratiquement uniquement du terrain plat et ouvert. Du terrain plat et ouvert où la Russie domine dans les airs, en artillerie et avec les drones. Pourquoi la Russie n'essaierait-elle pas de prendre ces deux villes fortifiées? C'est davantage une question qu'une affirmation, alors que cela demanderait probablement beaucoup d'efforts et de temps, plutôt que de les contourner, vous savez, peut-être en passant par le nord ou le sud, puis de les prendre à revers. Est-ce que les Russes envisagent cela? On dirait que c'est un gros risque. Eh bien, ils le font. Ils le font. Zoomez là-dessus si vous voulez. Juste là. D'accord. Donc juste à gauche du dernier point, il y a Drushkivka, là où vous êtes. C'est une avancée qui se développe maintenant vers le nord. Et cette avancée va arriver derrière Drushkivka et derrière Kramatorsk, pour les couper de leurs arrières. Ensuite, sur la route principale, depuis Konstantinovka au sud et depuis Krasny Liman au nord, vous avez un mouvement en tenaille qui remonte et redescend le long de cette route, parce que tout est relié à la même route. Et puis vous avez l'assaut frontal qui, à son point le plus proche, se trouve à environ 5 km et demi. Donc des unités russes de reconnaissance et de sabotage sont déjà à l'intérieur de ces villes. Vous avez donc trois approches. Vous avez un assaut frontal, vous avez un encerclement, enfin un encerclement du nord au sud, et vous avez un enveloppement par l'arrière. Donc en réalité, c'est ce qu'ils font. Et la Russie a déjà la domination aérienne et la domination par drone au-dessus des champs situés derrière ces villes. Parce que, soit dit en passant, Krasny Liman, qui est au nord, juste au nord de Sloviansk, se trouve sur les hauteurs. Voyez, Sloviansk est à 10 km, 6 miles de Krasny Liman. Et Krasny Liman est sur les hauteurs. Donc vous pouvez voir Sloviansk en contrebas. La ville est essentiellement étalée dans une plaine à découvert. Et d'ailleurs, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est comme ça que l'Armée rouge a libéré cette zone des Allemands. Parce qu'elle est arrivée du nord en descendant vers le sud, car aller vers l'ouest était trop difficile. Il y avait trop de zones urbanisées et les Allemands étaient retranchés. Donc derrière, ce ne sont que des champs ouverts. Aujourd'hui, ils peuvent encore faire entrer et sortir des choses. C'est difficile, et ils perdent beaucoup en entrant et en sortant. Mais quand les pluies commenceront, vous ne traverserez pas ces champs. C'est de la terre noire. C'est un bourbier. Vous ne pourrez circuler que sur des routes au sol dures et compactées, et cela rend les embuscades aériennes et par drone beaucoup plus faciles. Donc ces gars-là, s'ils sont encore là à la mi-septembre ou fin septembre, ils ne repartiront pas, sauf comme prisonniers de guerre. Donc il y a les drones et l'artillerie. Voilà le rôle qu'ils jouent là-bas. Et bien sûr, il y a aussi les fantassins qui vont sur le terrain. Qu'en est-il des blindés? C'était un enjeu majeur au début de la guerre, en 2022. Les colonnes de chars et tout ce genre de choses ont joué un rôle assez important en 2023 lors de l'offensive ukrainienne qui a échoué, avec, vous savez, tout ce cimetière de Bradley et tout le reste. Et aujourd'hui, est-ce que les drones ont désormais rendu
rendu les chars totalement inutiles. Non, je ne dirais pas ça. Les chars sont toujours utilisés. Ils remplissent deux rôles. D'abord, il y a ces chars ultra blindés, qui sont soit, vous savez, comme des porcs épiques, ou quel est le mot que je cherche, le petit animal avec des piquants dans toutes les directions. Je connais le mot russe. Je connais le mot anglais pour ça. Le porc épique, hérisson. Oui, oui. Donc en gros, des chars hérissons où ils prennent des câbles et les câbles sortent du char dans toutes les directions, ce qui piège les drones. Ou alors, vous avez ces chars boîtes, comment ça s'appelle? Des chars tortues. Vous avez d'énormes plaques de blindage qui les entourent. Ça réduit vraiment la capacité de rotation de la tourelle. Mais si vous tirez vers l'avant, vous avez assez d'angle pour pouvoir quand même tourner la tourelle d'environ 30 degrés dans chaque direction. Dans ces cas-là, ces chars fonctionnent toujours et sont utilisés, mais de façon relativement limitée. L'autre usage des chars aujourd'hui, c'est essentiellement le soutien de l'infanterie, comme plateforme d'armes à tir direct. Et c'est d'ailleurs pour ça que la Russie a ressorti un grand nombre de vieux chars T-55. Parce que, vous savez, ils ne sont plus vraiment capables d'opérer sur le champ de bataille. Mais comme canons mobiles de soutien à l'infanterie, ils sont très bons. Ils n'ont pas besoin de s'avancer très loin. Ils arrivent jusqu'à la ligne de contact, tirent sur la ligne de contact ukrainienne, de l'autre côté du No Man's Land, puis se replient. Puis recharger, avancer, tirer de nouveau, se replier. Pas besoin pour ça d'un char de combat moderne, très sophistiqué. De vieux chars font tout aussi bien l'affaire. Je veux dire, un M48 ferait tout aussi bien l'affaire dans ce genre de rôle. Vous savez, c'est un rôle limité. Ils vont pas se lancer à l'assaut sur un champ de bataille. Donc pour l'instant, mais il y a eu d'autres problèmes. Les Ukrainiens ont eu, d'après ce qu'on m'a dit, quelques chars de ce type. Et maintenant, la Russie en a aussi. Des chars équipés d'appareils de guerre électroniques tellement puissants qu'on dit aux gens de tout fermer, juste pour ne pas avoir un cancer du cerveau. Je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais c'est ce qu'on leur dit. On ne le saura pas avant, disons, 10 ans. Oui, exactement. Vous vous réveillez un matin et vous avez une quatrième oreille qui pousse au milieu du front. Oui, l'autre, vous ne l'avez même pas remarqué. Ou un globe oculaire. Oui, mais ces engins disposent de moyens de guerre électroniques tellement puissants qu'ils bloquent pratiquement tout. Ils ont, à ma connaissance, un char ukrainien équipé comme ça ici. Ils le laissent tirer puis repartir, parce qu'il bloquait tous les drones. J'imagine qu'il n'avait pas de drone philo-guidé dans la zone où il opérait. Et les chars russes ont mis au point la même chose. Donc la course continue. Ce qui pourrait tout changer, ce sont les armes à micro-ondes. Les Chinois en ont déjà, enfin, ils ont présenté 3 de ces véhicules lors de leur dernière grande parade. La Russie en développe aussi, et les États-Unis également. Ce sont des IEM, des systèmes d'armes à impulsion électromagnétique, basés sur des micro-ondes, plutôt que sur une explosion nucléaire. Et ils ont un effet de zone parce que, vous savez, on peut déployer des systèmes laser. La Russie a des systèmes laser. Les États-Unis aussi, parce qu'on sait qu'ils ont tiré sur un ballon de fête bleu au Mexique, de l'autre côté de la frontière. C'était dans les infos. Les lasers, vous savez, à 5 km en une demi-seconde, ils font fondre un de ces drones de part en part. Mais le problème, c'est qu'on peut traiter qu'une seule cible à la fois. Donc, si vous avez 40 ou 50 drones qui arrivent selon un schéma de dispersion étendu, vous ne pourrez pas les abattre. Ils vous abattront avant que vous ayez pu tous les abattre. Et les systèmes laser coûtent cher. Ces systèmes sur lesquels les Chinois sont en avance à la fois sur la Russie et les États-Unis, ce sont des systèmes d'armes à effet de zone. Ils créent une impulsion électromagnétique.
Elle grille tout, et c'est une impulsion longue. Elle grille toute l'électronique non protégée. Peu importe que le drone soit piloté par radio, par intelligence artificielle, ou vous savez, par câble. Il va griller parce qu'il y a une puce électronique dedans. Bien sûr, ça va aussi griller les voitures de tout le monde et tout le reste dans cette zone. Mais bon, c'est comme ça. Ça grillera vos radios, ça grillera tout ce qui est électronique, et l'effet couvre toute une zone. Mais c'est peut-être quelque chose qui pourrait ramener la guerre de manœuvre. Les drones seront toujours là, mais si ça se confirme, ça pourrait changer la donne. J'allais le dire, c'est l'un des rares cas où si vous parvenez à obtenir ça, surtout vu la façon dont cette guerre s'est enlisée ces 3 dernières années, si tout à coup, même sur une portion étroite du front, l'ennemi perd la capacité de maintenir des drones en l'air, alors vous pouvez manœuvrer, tout simplement, sans avoir cette crainte. Et cela pourrait, jusqu'à ce que quelqu'un trouve une parade, constituer au moins ponctuellement un changement de donne. Or, cela peut être décisif quand on cherche à gagner une guerre. Il faudra donc voir comment cela évolue. Oui, absolument. Vous savez, je parlais hier avec un ami et il me disait que, du côté ukrainien, ce qu'il constate, c'est évidemment que les Ukrainiens ont perdu beaucoup d'opérateurs de drones. Ils ont vu que les drones qui arrivent sont bien moins bien pilotés qu'avant. Ils sont plus bricolés, ils sont moins bien contrôlés. Donc ça montre simplement que les personnes aux commandes sont moins avancées sur le plan tactique. Oui. Oui, ils ne sont pas aussi compétents, Adam. En gros, ils leur donnent une formation minimale et les envoient là-haut parce que leurs taux de perte sont tout simplement trop élevés. Et ce qu'ils disent, c'est que dès qu'ils repèrent un drone dans une zone, dès qu'il y a le moindre endroit suspect où ces opérateurs de drones pourraient se trouver, et avec les drones russes qui surveillent constamment le ciel, les drones de reconnaissance, ils arrosent d'artillerie toute position où ils pourraient être. Parce que ces opérateurs de drones, vous savez, ces opérateurs de drones FPV, sont en fait assez près du front. Parfois, ils sont directement sur la ligne de front, sur la ligne de contact. Ils trouvent une maison ou un bosquet d'arbres et ils commencent à lancer depuis cet endroit. Mais ils se rapprochent généralement beaucoup de la ligne de front pour maximiser leur portée et leur temps de réaction. Mais cela les expose aussi à la surveillance. Et dans ce cas, être sous surveillance signifie être détruit par l'artillerie à roquettes ou l'artillerie à tubes. Enfin, quel est, disons, le niveau du côté ukrainien? La densité de leurs effectifs, leur nombre et leur capacité à faire la même chose, à essayer d'éliminer les opérateurs de drones russes. Ah oui, la Russie perd aussi des opérateurs de drones. Je ne vais pas le nier, bien sûr. Mais aujourd'hui, la Russie s'est réorganisée et s'est lancée à fond dans les opérateurs de drones. Ce que je veux dire, c'est qu'auparavant, vous n'aviez pas de bataillon de drones dédié au sein de vos systèmes antiaériens. Et les drones, vous savez, peuvent remplir beaucoup de missions différentes, qui nécessitent des équipements différents. Il y a les drones de reconnaissance. Il y a les drones qui servent de relais en altitude. Il y a les drones qui larguent des grenades sur des cibles. Il y a les drones kamikazes. Il y a les drones de ravitaillement. Et tout cela exige des équipements différents. Ce qui se passait en Russie jusqu'à récemment, c'est que chaque bataillon, chaque compagnie, chaque peloton et parfois même chaque groupe pouvait avoir son propre opérateur de drone. Ils sont équipés avec ce qu'ils peuvent acheter, ce que des bénévoles apportent, et aussi en partie ce que fournit l'armée. Donc ce sont des équipements très variés. Ce n'est pas spécialisé à proprement parler, c'était plutôt une approche hétéroclite qui a commencé fin 2022 et qui s'est poursuivie. Mais aujourd'hui, tout a changé au cours des 6 derniers mois. Tout a été entièrement réorganisé.
Les bataillons ont peut-être encore, chacun de leur côté, leur section de drones. Mais il existe désormais des bataillons de drones. Et pour ces gars-là, des écoles professionnelles ont ouvert. Ils recrutent massivement et attirent beaucoup de monde. Parce qu'après la guerre, être un opérateur de drone expert sera aussi un métier bien payé. Les drones ne vont pas disparaître non plus dans le secteur civil. Au contraire, leur usage ne fait que se développer. Ces hommes font donc désormais partie d'unités dédiées, capables de couvrir une vaste zone et de mener des missions très précises. Oui, et cela fait évidemment partie de l'ensemble plus vaste que nous appelons dans notre armée la force interarmée. Tout cela va de pair. Laissez-moi vous poser cette question, puisque vous avez servi dans l'armée américaine. Il y a combien d'années que vous avez quitté les États-Unis pour la dernière fois? 2004. Ça fait un moment. Ça fait un moment, mais je suppose que vous continuez sans doute à suivre ce que fait l'armée américaine, surtout avec les forces de l'OTAN et ce qui est visible publiquement. Oui, tout ce que vous avez décrit ici, tout au long de cet épisode, ce sont un grand nombre de changements dus au fait que les forces armées russes ont dû évoluer. Le camp ukrainien aussi. Et pour l'essentiel, ils l'ont fait en parallèle. C'est radicalement différent de ce que c'était en février 2022, des deux côtés de la ligne de front. J'ai vu des changements progressifs minimes, dans la manière occidentale de faire la guerre. Et vous parliez, par exemple, de la prolifération de camions armés sur des dizaines de kilomètres à partir de la ligne de front. Vous parlez de ces capacités anti-drones. Vous parlez des capacités liées aux drones, des modifications apportées aux chars avec les toits tortus, les hérissons, enfin, toutes les façons de les réemployer, etc. Selon vous, où en sont les États-Unis sur ce plan-là? Et limitons-nous peut-être simplement aux bataillons de drones spécialisés dont vous disposez et au fait que vous avez des spécialistes chargés de repérer les opérateurs de drones du camp d'en face. Si, soudainement, là où nous en sommes aujourd'hui, un conflit éclatait entre l'OTAN et la Russie, et que les forces de l'OTAN, américaines, françaises, britanniques, peu importe, arrivaient sur place et devaient affronter les forces armées russes actuelles, les forces terrestres, à quoi faudrait-il s'attendre? Eh bien, d'abord, l'une des raisons pour lesquelles les drones sont efficaces, c'est que le front bouge, mais il bouge relativement lentement. Et l'une des raisons pour lesquelles le front avance relativement lentement, c'est que la Russie cherche à minimiser ses propres pertes. Elle avance, elle rencontre une forme de résistance, elle fait venir l'artillerie, elle fait venir les drones, elle commence à tout détruire. Et ça fait partie de cette guerre d'usure. Oui, auparavant, les Ukrainiens venaient à vous. Maintenant, c'est plutôt à vous d'aller vers eux. Mais quand vous dominez en artillerie, en aviation et en drone, dans l'ensemble, vous pouvez vous le permettre. Vous avancez lentement. Mais à l'inverse, la Russie se prépare aussi à une grande guerre avec l'Europe, parce que tout le monde entend ce que les Européens disent constamment, tous les jours. Guerre, guerre, guerre. Vous savez, la Russie fabrique bien plus d'1 millier de nouveaux chars de combat principaux, des T-90 Proriv, ce qui veut dire percés, chaque année depuis les 3 dernières années, ou 2 ans et demi. Donc ça fait environ 3000. Il y en a peut-être 2500, 3000, 4000, quelque part dans ces eaux-là. Je ne vais pas donner de chiffre exact. De nouveaux chars de combat, et ils ne vont pas en Ukraine. Ils sont préparés pour une grande guerre avec l'Europe. Donc je pense que si cela arrive, ce sera un conflit très différent, au moins au début. À l'inverse, d'après ce que j'ai vu, vous savez les vidéos d'entraînement de l'OTAN qu'ils diffusent pour tous ces différents exercices, ils n'ont rien changé. Ils ont surtout ignoré tout ce qui se passait sur le front ukrainien ces 4 dernières années. Mais on l'a vu aussi avec les Israéliens.
Vous savez, les drones étaient déjà une réalité depuis 1 an et demi, quand les Israéliens ont lancé leur offensive quelque peu génocidaire pour exterminer Gaza, puis au Liban Sud. Et le Hamas les frappait avec des drones. Le Hezbollah les frappait avec des drones. Surtout le Hezbollah. À ce stade, cela faisait 2 ans de guerre des drones. Même plus de 2 ans. Et vous voyez ces colonnes de chars israéliens Merkava avancer, sans grille de protection, sans rien, comme s'ils partaient faire une balade en char. Et le Hezbollah les démantelait avec des drones. Donc pour beaucoup de ces armées, c'est le commandement qui est en cause, évidemment. C'est le premier problème, le commandement. Soit ils sont mentalement incapables de s'adapter, soit ils sont dans le déni. La réalité, c'est que, du moins pour l'instant, tant qu'on n'aura pas de système d'armes à micro-ondes pour les IEEM, la guerre de manœuvre à grande échelle, c'est fini. À moins d'être prêt à subir de lourdes pertes. Je parle de pertes vraiment lourdes. La Russie pourrait percer, mais au moins durant les premiers jours, les pertes seraient très lourdes, parce que, vous savez, ce serait très visible. Il faudrait subir de lourdes pertes pour percer. Mais une fois que le front commencerait à avancer, ça pourrait être différent. Mais c'est ça la réalité. Et puis oui, l'Occident, c'est tout simplement incroyable à voir. J'ai vu certaines vidéos des Français, par exemple, qui font du combat urbain, et c'est tout simplement ridicule. Vous voyez des gens se regrouper derrière des chars, et dans ces exercices de l'OTAN, c'est pareil. C'est exactement pareil. C'est une percée. Vous avez le char qui avance, ou le véhicule blindé de combat d'infanterie qui arrive. Tout le monde est derrière, à trottiner dans son sillage. Et vous vous dites, un seul drone, et il y aura 5 ou 6 morts, et beaucoup plus de blessés. Parce que toute cette escouade d'infanterie juste derrière ce char, vous avez un drone avec une charge de RPG qui arrive là-dedans. C'est tout, et vous perdez une escouade. Et rien n'a changé. Je trouve ça incroyable à voir. Ça me rappelle la Première Guerre mondiale. Toutes ces puissances coloniales avaient des mitrailleuses, et elles les utilisaient très largement contre certaines tribus africaines en Asie du Sud-Est. Elles utilisaient abondamment les mitrailleuses, mais d'une manière ou d'une autre, elles n'ont jamais compris qu'elles fonctionnaient tout aussi bien contre elles. Et quand elles chargeaient face à ces mitrailleuses, elles subissaient la même chose que ce qu'elles infligeaient aux lanceurs de lances qui faisaient ça aux armées européennes. Et ça me semble être exactement la même chose. Ils refusent d'apprendre, ce qui est une psychose intéressante. Je ne sais pas comment l'appeler autrement. Et j'espère que ça restera du domaine intellectuel et qu'on n'aura pas à l'observer réellement, parce que ce serait mauvais pour tout le monde. Mais écoutez, j'apprécie vraiment que vous nous donniez cette sorte de vue à la première personne, si vous voulez, du champ de bataille, de ce qui s'y passe au niveau le plus concret. On obtient rarement ce genre de choses dans les médias occidentaux désormais. Alors, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui pour partager cela avec nous. Toujours un plaisir. Toujours un plaisir. Et nous aussi, nous vous en sommes reconnaissants. Merci à vous tous d'être avec nous. N'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve demain pour le Daniel Davis Deep Dive. Vous savez, nous n'avons pas de sponsor parce que nous détestons vous assommer de publicité. Moi, je n'aime pas ça. Alors, montrez-nous un peu de soutien en retour. Abonnez-vous, mettez un j'aime et envoyez cette émission à quelqu'un qui compte pour vous.